Intrigue, perte de temps, nous voilà! C'est dingue à dire, mais qu'est-ce que cette saison va lentement! Je... Ce qui est raconté dans cet épisode aurait pu tenir 2-3 minutes dans un autre épisode d'une saison précédente, en fait. Parce que des fois, ça va trop vite, mais là, pour l'instant, ça va lentement. C'est assez dingue, je trouve. Et ouais, ça raconte pas grand-chose de très intéressant, c'est assez plat en soi. Bon, il y a des petites suites qui ont lieu, notamment donc la petite agression dans le camp entre les humains et les elfes. Il y a Amaya qui arrive pour essayer de servir de médiateur à tout ça, puisque voilà, il y a une tension qui s'est créée. Et, ok, ben pour l'instant, on met un petit peu en place le fait que Lucie, donc la chef architecte qui a fait la première gaffe, on va dire, risque d'avoir des représailles. Donc ça c'est le truc intéressant, on n'a pas grand-chose dessus. Sinon, du côté de Viren et compagnie, il a repris un peu de poil de la bête puisque maintenant il s'intéresse un petit peu à la quête. Quand c'est pas pour faire directement de la magie, apparemment ça ne dérange pas trop de participer à ça. Ou peut-être que les 2 premiers jours de résurrection il allait vraiment pas très bien et là il commence un tout petit peu à aller mieux, je ne sais pas. En tout cas, ouais, ils suivent donc cette créature qui est née de la chrysalide et moi, comme un glandu, je m'attendais à ce que ce soit juste une extension assez sobre et directe d'Aravos, quoi. Une créature très neutre, vraiment rien de spécifique, ou alors c'est juste lui qui prend possession de cette enveloppe, quoi. Non, non, ça va être une autre créature gag qui a ce petit comportement un petit peu naïf et enfantin dans sa façon de guider notre groupe, ce qui crée une troisième personne qui est là pour faire du gag. Mais vraiment, hein. Je veux dire, Claudia, il y a un peu plus que ça, mais elle, il jouait grandement pour le gag. Terry, il est là pour le gag. Et maintenant, même cette créature qu'ils appellent Brie Étincelle, et là, plus pour faire le gag dans ses réactions, quoi. C'est super, c'est ça le gang des méchants. Wouh! Je suis une série sérieuse, waouh! Et ouais, il y a Terry qui a créé une espèce de. Je sais plus comment on appelle ce machin, une substance qui colle là à partir de son mucus. Et on est super content, ça amène à rien. Et tout leur sous-intrigue, c'est juste Viren qui doit apprendre à comprendre ce qu'il veut dire, parce qu'il ne parle pas, il fait juste des signes. Et il comprend qu'il faut se rendre auprès du dragon qui est sous la montagne, c'est-à-dire Rex Agneus. Plusieurs minutes pour amener à seulement ça. Et ouais, Rex Agneus, ça va être donc la quête, la première quête de nos héros, hein, qui au début de l'épisode enterre rapidement par magie Ibis. Et apparemment, il n'avait pas de proches. C'est eux qui l'enterrent, il n'y a personne pour assister à ça. Il y a qu'un homme qui fait un sort que lui a pris l'elfe de la nuit, donc c'est un sort d'illusion. Et pourtant, ça donne l'impression que c'est fait en vrai, quoi, parce qu'il transforme son corps en un tas d'oiseaux. Je sais pas, c'est très bizarre, je comprends pas très bien ce délire. Enfin bref, c'est un détail. Donc ils se disent qu'est-ce qu'il faudrait faire. On ne peut pas vraiment tracer Claudia, elle est introuvable parce qu'elle est super discrète, bien sûr, ça se ressent très bien. Et donc on va juste à l'endroit qu'ils vont viser. Et donc on va cibler le dragon qui aurait l'indice principal, en tout cas un indice assez clair pour savoir où se trouve Aravos, et c'est donc Rex Agneus. Il devrait y en avoir quoi, 6 archidragons, un truc comme ça, logiquement par élément, quoi. Et celui qui choisit, c'est pile poil le même que les méchants. Et bah, donc, le hasard. Enfin bref, ils se rendent là-bas en laissant Zim derrière, parce que c'est trop dangereux. Par contre, Ezra, il n'y a pas de problème. Ezra ne battra pas, aucun problème, waouh, ils pourront être très utiles. Mais Zim, le petit dragon, non, hein, sa mère n'est pas d'accord pour faire ça, parce que la reine dragon va essayer de faire quelque chose, va participer. Tu dis, waouh, ça va être quelque chose. Non, bien entendu, on va trouver une excuse pour pas la faire participer, même si j'estime que c'est un peu du foutage de gueule. On va en parler rapidement de ça. Ils se rendent à la porte, l'antre de la montagne, qui est gardé par 2 gardiens de pierre
qui sont une sorte de duo comique rapide de leur apparition qui est pas plus drôle que ça. Enfin, il y a pire par rapport à l'humour de cette série, mais c'est pas plus drôle que ça, quoi. Et au début, il va pas laisser passer, il y a la Reine Dragon qui dit, et vous savez à qui vous parlez, donc qui dit, on vous laisse passer, mais c'est obturé par des tas de rochers qui sont tombés il y a genre 80 ans, ils ont même pas fait gaffe, il y a personne qui rend visite à ce mec Rex, quoi. Ils leur disent qu'il y a un autre chemin qui doit passer par la forêt oubliée, et il n'y a pas possibilité que les dragons y passent. Sauf que oui, le dragon peut voler par-dessus. Je veux dire, peut-être que l'entrée finale, elle sera petite et ça ira pas, mais pour l'instant, la reine dragon peut les accompagner dans la forêt, en volant par-dessus. C'est possible, ça. Je pense même il doit y avoir des parties d'espace entre les arbres où elle peut se poser de temps en temps si elle le souhaite. Donc, n'importe quoi. C'est pas comme si c'était un endroit interdit aux dragons, on verra plus tard qu'il y a des dragons dedans. Donc c'est ridicule, c'est cette façon de forcer le fait qu'elle ne participe pas à la petite expédition pour trouver le dragon. Et ouais, ça va être nos quatre larrons et Batrapat qui s'y rendront. Et va y avoir une grosse parenthèse mise en place que je trouve sans intérêt sur le principe, mais peut-être que ça amènera quelque chose, j'en sais rien, et que c'est juste mis en place, c'est pas encore fini. Où il y a Rayla et Soren qui vont partir en éclaireur. On sent qu'il y a une tension entre Rayla et Callum, et on insiste pas mal là-dessus, avec Rayla qui en discute avec Soren, Callum qui en discute avec Ezran. Ils insistent beaucoup sur le fait qu'elle est partie pendant 2 ans, je sais pas trop, maintenant, ah là 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 là, je m'en bats les couilles. Vous avez rien développé de cette décision au sein de la série, et étant donné que le but de Rayla c'était de trouver des traces de Viren et qu'elle n'a absolument rien trouvé, ça n'a signifié que dalle. Alors si vous voulez étendre du drame sur cette partie-là, je vous emmerde. Sincèrement, je vous emmerde, je m'en fous royalement. Bref, en chemin pour leur tour d'éclaireur, ils verront Soren et Rayla, un tortureur de dragons. J'imagine qu'on aura plus de détails là-dessus dans l'épisode suivant. Quand il y a un elfe de la Terre, je crois, je dirais, qui s'en prend à un dragon assez petit, un peu plus haut que lui, mais bon, pas un dragon immense, quoi. Pour faire je sais pas trop quoi. Mais voilà, on voit qu'il le torture un petit peu. Et Soren dit, ah non, c'est pas bien, il faut pas laisser faire ça. Rayla qui s'en fout, alors que je suis désolé, mais pourquoi il s'en foutrait? C'est limite pour appuyer peut-être une sorte d'évolution du personnage par rapport à ce qu'elle a traversé. Mais la façon dont c'est mis en scène, une fois de plus, toutes ces interactions jusqu'à présent, c'est juste, là, j'ai voyagé pendant un petit moment, je veux juste refaire les choses comme avant, quoi. Il n'y a rien qui est appuyé qu'elle s'est complètement endurcie moralement au point de laisser faire un truc comme ça maintenant. Je suis désolé. Donc, ouais, le fait qu'elle se dise non, 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 je pars et tu vas me suivre, histoire de forcer le fait que Soren va y aller tout seul, c'est n'importe quoi là aussi. Pour que Soren essaye de défendre le petit dragon face au méchant braconnier, je sais pas quoi. Et après un combat un petit peu patraque, j'ai pas trouvé très intéressant, il finit par l'assommer. Et il essaye de faire en sorte que le dragon se barre, mais le dragon il comprend pas très bien. Ou peut-être qu'il y a une histoire derrière plus compliquée, mais au bout d'un moment il y a un gamin qui vient chercher d'autres braconniers, je sais pas quoi, qui les capture tous les deux. Et ça se termine cet épisode sur lui qui est jeté dans une fosse avec le dragon. Et c'est quoi le principe? Ils font des combats illégaux pour s'amuser. Voilà, on aura la réponse. L'épisode suivant, c'est le cliffhanger. J'en ai pas grand chose à foutre de ce qui se passe majoritairement, et les éléments d'intrigue principale que vous développez, vous prenez un peu trop votre temps, je trouve. Non mais franchement, voir un dragon pour lui demander des informations, ça ne devrait pas passer par 50 détours. Dans la logique, on devrait faire genre un épisode par dragon important qui détient un indice, parce qu'ils sont plusieurs, je rappelle. Notamment, j'ai oublié le nom, l'ex-roi dragon qu'il rencontre au début de la saison 3. Ce serait un truc un petit peu intéressant à développer un tout petit peu. Et j'ai le sentiment que vous n'allez pas le faire. J'espère
que cette espèce de d'ex-roi revanchard que vous avez montré en détail dans un épisode, et qui a vraiment aucune conclusion autour de lui, à part le fait qu'on l'a vexé et on a dû le fuir, j'espère que vous ferez un peu plus sur lui. Et qu'on n'est pas dans une configuration où il n'existe plus, on n'en a plus rien à foutre de lui. J'espère, hein, une fois de plus, excusez-moi d'avoir des crânes, mais cette série me donne pas envie d'être ultra positif hein, depuis que j'ai suivi, quoi. Je suis pas ultra optimiste. Il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse depuis pas mal de temps, de trucs qui sont laissés en suspens et qui donnent de moins en moins l'impression d'avoir de suite par la suite. J'ai un petit peu de mal à être optimiste. Désolé. Vous savez quoi, tant qu'à faire, je vais me traiter les 2 épisodes dans la même vidéo, c'est pour plus mal. Je viens de me voir donc l'épisode 6 qui fait suite directement à l'épisode 5 et c'était pas beaucoup mieux, hein. C'était acceptable sans plus là aussi. Ça va poursuivre très principalement le petit début de tension qui a été créé dans le camp des humains et des elfes et surtout le délire entre notre groupe et les chevaucheurs, c'est comme ça qu'ils s'appellent. C'est l'espèce de connards qu'on a dans le Dragon 3 par exemple. C'est des gars qui domptent des dragons pour en faire leur animal, leur monture, quoi. Et voilà, c'est des connards à ce niveau-là. C'est super. C'est pas très recherché, hein, ça vole pas très haut. Et je pense qu'on va pas les voir plus que dans cet épisode et l'épisode précédent, quoi. Bon, du côté Lucy, Janai et Amaya, il y a le frère de Janai qui lui dit à vrai ce qui s'est passé, il faut faire quelque chose. On peut pas laisser passer ça, les gens sont ultra tendus, nous devons faire un tribunal pour juger cette femme pour ce qu'elle a fait. Et alors que Amaya se présente et a quelques remarques un tout petit peu insultante par rapport à ce rite qui est sacré pour eux. Il y a Janai qui se sent un petit peu obligé de lancer le tribunal et lorsque son frère présente ça lors du tribunal, parce que c'est un truc de base, quoi. Il y a 6 jurés, en gros, qui décident à la fin, quoi. C'est selon leur truc, mais c'est tribunal de base. Vraiment, parce qu'à chaque fois qu'on a un tribunal d'une autre culture, c'est toujours une variante d'un tribunal typique qu'on connaît bien, donc désolé de pas aller plus loin que ça dans le détail. Hein. Bref, il présente ce rituel comme très important parce que ça veut dire beaucoup pour eux, le frère de Janai, et elle finit par comprendre ça dans ce discours à Maya, et elle s'excuse en son nom en disant c'est grave au bout du compte ce genre d'acte, et au bout du compte aussi il faut faire en sorte que les autres apprennent de leur erreur à travers un peu de compassion et pas aller trop loin dans la justice punitive parce que bon ils envisagent l'idée de la punir de mort hein, c'est un peu leur truc, ouais. Il faudrait qu'on la punisse de mort pour ce qu'elle a fait carrément quoi, histoire de dire on est des gros barbares, quelqu'un nous manque de respect. Ouais on va pas faire de parallèle donc voilà, la femme est déclarée coupable et Janai essaie un peu de calmer le jeu en la condamnant à construire quelque chose pour faire en sorte que les elfes puissent brûler leurs bougies, leurs trucs pour célébrer, commémorer leur mort sans que ça puisse faire prendre feu le reste. Et c'est un peu la première chose qui aurait dû se faire. C'est dingue parce que n'importe qui d'un temps soit peu sensé dirait ok ça a l'air d'être important pour vous, vous pourriez pas mettre ça ailleurs, pas juste à côté des tentes qui sont inflammables. Est-ce que ce serait possible de base? Non, je pense, surtout dans le tribunal en question, il y a pas mal de gens qui allument des flammes et c'est un tribunal en pierre quoi, il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc inflammable à porter directement. Peut-être que s'il y a du vent et qu'il y a une petite braise qui va un peu loin sur 50 mètres plus loin, ok, ça peut arriver, mais bon, c'est un petit peu exagéré, quoi. Donc, ouais, ce genre de truc, tu te dis, s'ils ont ce genre d'endroit, pourquoi ils pouvaient pas faire sa putain de flamme plus loin, Lucas? Désolé d'insister là-dessus, mais ça montre quand même que c'est un tout petit peu forcé ce conflit-là. Néanmoins, oui, ça doit être un tout petit peu forcé, je comprends ce que ça veut faire. Et ouais, Janai donc force un petit peu cette femme à travailler pour corriger un petit peu ça et faire en sorte que ça aille mieux. Mais évidemment, son frère, il n'est pas content parce qu'il voulait qu'elle crève. Hein. Il a cette haine un petit peu des humains quand même très typique. Elle essaye un petit peu de le convaincre
à la paix à ce niveau-là en lui montrant la graine de soleil qui servira à créer leur prochaine comment ça s'appelait orbe solaire ultra puissante qu'ils avaient et qui est détruite maintenant en disant que c'est quelque chose qui demande de la patience, du temps et on ne sera pas là pour le voir mais il faut qu'on fasse preuve de cette patience-là pour les générations futures. C'est ça. Et apparemment, son frangin, il est pas joisse. Enfin, il a pas dit ça directement devant elle, mais lorsqu'il vient voir sa chérie, qui était une membre du tribunal, révélation, je sais pas trop. Waouh, c'est dingue, je m'y attendais pas. Et il lui dit, ouais, non, non, ma sœur, elle part sur une voie qu'on n'accepte pas, va falloir qu'on y mette un terme. Je suis pas sûr à 100% de ce que ça sous-entend, mais il y a quand même possibilité que ça aille loin. Donc, c'était pas mal cette partie-là. C'est la partie la plus intéressante de l'histoire. Une fois de plus, on joue sur les tensions possibles et c'est un élément que je suis content de voir vraiment étendu par rapport à la fin de la saison 3 qui ne donnait pas l'impression de promettre tellement d'en faire plus là-dessus, donc je suis content. C'est un truc qui me plaît. Autre chose un petit peu plaisante là-dedans, c'est qu'il y a un parallèle assez évident à faire entre le discours de Janai lors du tribunal et celui qu'avait fait Ezran 2 épisodes plus tôt. On sent la même intention, la même idée, le fait de ne pas se concentrer sur la colère, essayer de contenir ça pour améliorer la suite pour les générations futures, surtout pour son discours envers son frère. C'est quelque chose qui me plaît bien, ça. Très bon point que j'apprécie là-dedans. Et malgré tout, ça ne va pas calmer les tensions chez certains, évidemment, parce que c'est pas si évident que ça, malheureusement. Donc cette partie-là bien, l'autre partie, ok. Il y a donc Soren qui a disparu, Rayla qui s'en veut, et ils vont essayer de trouver sa trace. C'est ça le principe. Mais il y a Zim qui va réapparaître, parce que ça lui plaisait pas d'être laissé derrière, et donc bien entendu, il se rend là-bas auprès de ses potes qu'il a su retracer exactement à cet endroit-là, parce qu'il a toujours ce lien particulier avec Ezran. Vraiment, ce genre de truc, c'est tellement facile pour arranger pas mal de choses. Et donc, ouais, il y a Rayla et Callum qui se disent aussi, il serait bien quand même de pas, de pas contrarier la reine, quoi, quand même. Mais il y a Ezran qui dit, non, il veut nous aider, entre gamins qui voulons se forcer à l'aventure, fais-nous plaisir. Parce qu'au bout du compte, c'est vraiment le vieux gang qui s'est reformé. Une façon très grossière de remettre le gang qu'on a connu depuis le début, hein, les quatre mêmes, enfin depuis le début, depuis la fin de la saison 2, de la saison 1, les quatre mêmes gars et Batrapat. Voilà, on est super content d'avoir exactement les mêmes, de poursuivre avec cela, c'est trop génial. Et ils vont faire leur petit truc. La tactique de Callum, c'est d'utiliser le regard de Zim qui peut voir dans les airs et son lien aussi avec Ezran de façon à ce qu'il puisse repérer un petit peu où pourrait se trouver Soren et en même temps où pourrait être l'entrée secrète pour aller chez Rex Agneus. Et ouais, la reine ne pouvait pas faire ça à sa place. La reine ne pouvait pas survoler le coin, voir et leur indiquer le chemin pour que ça aille plus vite. C'est complètement con la façon dont on l'a forcé et son désistement à elle. Je suis désolé une fois de plus. Bref. Il essaie un peu de faire de la reconnaissance, mais ils sont attaqués par les méchants chevaucheurs pas beaux, pas beaux, et c'est le combat un peu... Bon, voilà, ça suit son plus, tu vois, il y a pas mal de rebondissements, et il en ai rien à battre. Sérieusement, ils finissent par être battus, ils se barrent, les méchants chevaucheurs, et il y a un petit moment avec le gamin qu'on avait vu l'épisode précédent, qui fait partie des chevaucheurs, qu'on essayait un petit peu d'éduquer comme eux, mais il n'a pas la tête à ça en fait. Il capture Zim un petit moment, parce que Zim est pas foutu de se défendre un petit peu, parce que c'est toujours un gamin. Hein. Bon, il a 2 ans de plus, mais il a plutôt bien grossi, mais ça reste quand même un petit peu un gamin sur pas mal de points. Donc, ouais, il faut pas grand chose pour le convaincre, et il va aider nos héros à retrouver Soren, et en même temps le chemin vers Rex, puisque c'est le même endroit, ça tombe bien. Et qui
se trouve être la fosse au désespoir. Parce que c'est un endroit désespérant. Hein. On verra un petit peu pourquoi c'est le cas. Il y a des ossements, donc j'imagine que c'est dangereux. On verra bien l'épisode suivant. Mais dans là-bas, il n'y a plus Soren. Soren, il n'y a plus. Il y a son armure qui est plus trop là. Enfin, une partie de son armure qui est plus trop là. Mais il n'est plus là. Donc ils ont un petit peu des craintes. Mais ils se disent, ah non, il a dû suivre le chemin de la fosse. Et pas sortir de la fosse avec le dragon volant. Bien entendu, il a suivi le chemin de la fosse, quoi. Cela dit, ouais, il se douterait pas qu'il apprivoiserait un dragon. Hein, ce genre de truc qui se fait pas comme ça, mais ça se fait comme ça en fait, quand le scénario le veut. Et on va en parler dans pas longtemps. Donc ouais, ils se disent il a dû suivre ce chemin-là pour aller voir Rex, même s'il n'est pas du tout censé être au courant que c'est là qu'est Rex, donc je sais pas ce que vous dites comme connerie, mais voilà, il a peut-être suivi ce chemin, donc on va suivre ce chemin, en étant un peu guidé par ce garçon qui nous a pris la bonne. C'est un truc régulier, ça. On fait équipe pendant 2-3 épisodes avec une espèce de gamin, une gamine, et puis elle va se barrer. C'est ça le truc. Si vous aimez bien repomper un petit peu les trucs que vous avez déjà fait, quoi. Et donc, pendant qu'ils font ça, va y avoir Soren qui se sera donc barré de là en apprivoisant facilement le dragon contre qui il devait se battre et qui n'a pas du tout été surveillé. Ils ont été balancés dans la fosse tous les deux et personne ne les a surveillés un tant soit peu. Ils ont réussi à se barrer sans être aperçus. Bien sûr. Et donc il a apprivoisé le dragon, ils sont copains comme cochons maintenant, apparemment, hein, son nouvel animal de compagnie, mais en voulant retrouver la trace de ses potes là où il devrait y avoir un campement, et ben il tombe sur Claudia. Parce que le hasard. Alors, qu'on soit bien d'accord, ils sont dans les mêmes endroits, donc c'est pas non plus un hasard total, mais quand même. Et donc c'est le petit cliffhanger. Oh. Alors le truc que ça a voulu faire, cette partie-là, c'était clairement rappeler aux spectateurs la dynamique du quatuor, qu'on connaît bien, même du quintuor, si vous voulez compter battre à pattes, ça vous fait plaisir, en forçant donc ce groupe à se reformer, et on fait exactement les mêmes types de réactions, les mêmes types de caractères, montrant une fois de plus qu'aucun de nos personnages a véritablement changé en 2 ans. Et étant donné que leur dynamique de groupe me fait pas particulièrement chaud ou froid comme ça, ben j'ai pas particulièrement la nostalgie, je vous cache pas. Mais à nouveau, hein, je suis quelqu'un qui suit les saisons un petit peu à la suite avec très peu de temps mort. Hein. Même la partie pause entre la saison 3 et 4 que j'ai faite, elle est beaucoup plus courte que celle des spectateurs qui ont attendu pas mal de temps pour la sortie de la saison 4. Donc ouais, il n'y a pas ce côté « ah, ça m'a manqué » ou quoi que ce soit, mais en même temps, il n'y avait pas grand-chose qui me manquait, quoi. Désolé, une fois de plus. De fait, ouais, cette partie-là était très, très basique, honnêtement, un peu chiante. Hein. Heureusement qu'il a parti sur Amaya, Janaï et son frère pour rehausser le niveau. Mais globalement, ouais, il y a un double épisode qui met en place certains trucs et qui remet le statu quo qu'on a connu en place, en gros. On est content. Je sais pas quoi dire de plus de ça. Bon, à bientôt pour l'épisode 7, bye.